temps. Retour en plateau où nous a rejoint Danielle Simonet. Bonsoir madame, vous êtes conseillère France Insoumise de Paris. 75 000 manifestants donc aujourd'hui selon le ministère de l'Intérieur. C'était 106 000 la semaine dernière, près de 290 000 la semaine encore avant. Est-ce que c'est une mobilisation qui s'essouffle selon vous ? Écoutez, d'abord, vous savez, les chiffres, on les prend toutes et tous avec beaucoup de pincettes. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer dans ce pays. Vous avez une colère extrêmement forte après 1 an et demi où M. Macron a vraiment incarné le monarque totalement méprisant, qui fait les cadeaux aux siens, ses premiers de cordée sur l'ISF, et finalement méprise le peuple, lui fait les poches. Et donc forcément, cette colère, elle éclate dans le pays. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que plus les jours avancent, plus le soutien de l'opinion publique dans le pays est important en faveur de ce qu'expriment ces gilets jaunes. Et en même temps, les revendications des gilets jaunes sont à la fois des revendications pour une justice sociale, donc ils veulent à la fois une vraie révolution fiscale, et en même temps ils demandent aussi des améliorations au niveau des droits sociaux. Ils ont des revendications extrêmement importantes. Et plus ça va, plus on les entend aussi sur les questions écologiques. Ils disent quoi? Ils disent, écoutez, nous, l'enjeu écologique, on en a conscience, mais on sait bien que les taxes sur les carburants, il n'y en a même pas 20% qui vont à la transition énergétique. Qu'est-ce que vous attendez pour taxer Total? Qu'est-ce que vous attendez pour développer les transports en commun, qu'on ait le choix, l'alternative de pouvoir abandonner la voiture? Et c'est toute cette France aussi rurale et périurbaine qui généralement subit toute la dégradation des services publics de proximité, la fermeture des gares, des bureaux de poste, et qui ont des petits salaires, et ils disent ça suffit, on n'en peut plus. Et c'est cet éclatement du pays qu'il va bien falloir entendre. Or, le pouvoir en place n'a absolument pas l'intention d'entendre. Mais est-ce que c'est pas cette multiplication de revendications, justement, qui complique le dialogue avec le gouvernement, justement? Il y a une revendication que j'ai pas encore dite et qui est extrêmement importante. Ils disent, voilà, on veut pouvoir avoir accès à un référendum. Alors, évidemment, ils posent la question du référendum pour la démission de Macron. Moi, je pense au référendum révocatoire qu'on a toujours souhaité inscrire dans une nouvelle constitution. Et ils demandent une assemblée citoyenne. Et moi, j'ai vu énormément de pancartes qui exprimaient finalement le ras-le-bol de cette crise démocratique profonde où on a l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, où ils analysent et ils s'estiment, finalement on est dirigé par une oligarchie qui est complètement coupée du peuple. C'est vraiment cette profondeur dégagiste qui est en train de s'exprimer depuis plusieurs semaines. Anne Genetet, vous êtes députée La République en marche des scènes de vraie violence quand même au sein de la capitale. C'est mauvais pour le gouvernement. Est-ce que c'est pas quelque part l'autorité de l'État qui est bafouée ce soir avec toutes ces violences? Mais les scènes qu'on a vues ce soir sont mauvaises pour la France tout court. Moi ce soir, j'ai mal à ma France. J'ai très mal. J'ai mal pour tout ce que j'ai vu, j'ai mal aussi pour toutes ces personnes parce que je tiens à faire la distinction très claire entre des gens qui clairement voulaient en découdre et ont été là pour détruire et des gens dont je suis persuadée qu'ils sont absolument sincères parce qu'ils sont dans des situations difficiles. Et ça date pas d'hier. Moi, il y a 15 ans, je suis médecin au départ, il y a 15 ans, je faisais des bilans du RMI, l'ancêtre du RSA. Je la voyais déjà. La misère, je la voyais déjà, je les voyais déjà les difficultés, elles existaient déjà. Et si je me suis engagée dans ce mouvement de dégagisme que vous évoquiez, il y a 1 an et demi, c'est bien du dégagisme qu'on a vu, on a éliminé beaucoup de gens et nous avons été élus tout à fait démocratiquement. Pour faire la même politique que les gouvernements précédents. C'est là. Pardonnez-moi, pourquoi est-ce que selon l'aveu même d'Emmanuel Macron, le président de la République a du mal à réconcilier justement ces personnes, cette France-là, avec le pouvoir? Mais vous l'avez souligné tout à l'heure et je vous rejoins tout à fait, il y a une crise de la démocratie. Il y a une difficulté à entendre les gens qui nous dirigent. C'est très difficile, mais j'irais même à un cran en dessous, dans les entreprises. Quelle relation avons-nous à nos patrons, à nos responsables? Quelle ambiance mettent-ils dans les entreprises? Moi, je suis à l'étranger depuis des années et je le vois bien, je le vois monter chaque fois que je reviens. Cette ambiance qui est tout à fait souvent détestable. Et le nombre d'entreprises dans lesquelles il y a une vraie culture d'entreprise, il y a une vraie inclusion, où les employés ont vraiment envie de se donner. Mais il n'y en a pas tant que ça. Tout vient de là aussi. Donc il y a une espèce d'ambiance qui se construit petit à petit et qui fait qu'on a du mal maintenant à respecter l'autorité et à croire en ce qu'on nous propose. On ne donne plus de vision. Emmanuel Macron, le président de la République, a donné une vision. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être clair, nous sommes tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Dans un bateau qui s'appelle la Terre. Le bateau. Alors, on est tous dans le même bateau et on a tous envie d'avoir du travail, d'avoir du respect, d'avoir de la considération. Karima Delli, vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts. Au départ, les Gilets jaunes, c'est une manifestation qui a pris racine contre la hausse des taxes sur le carburant. Quelle est votre réaction d'élus écologistes aujourd'hui après cette... La fiscalité écolo est juste.
si elle est d'abord répartie selon les plus pauvres. Il n'y a pas les écolos bobos d'un côté et les écolos qui défendent les pauvres. L'écologie doit répondre à la pauvreté des gens et un des facteurs, justement, on n'est pas là pour faire la morale, à la personne qui n'a pas le choix de prendre son diesel pour aller au travail, etc. On a là, véritablement, une volonté de dire ceux qui peuvent faire autrement doivent faire autrement. Ça, c'est important. Quand vous habitez Paris, je suis désolée, vous n'êtes pas obligé d'avoir un 4x4. Eh ben voilà, parce que vous avez des alternatives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que moi, quand j'entends justement qu'on prenne l'excuse de l'écologie pour faire plus de fiscalité qui n'est pas répartie de manière juste, tu as raison, parce que c'est 10% des taxes qui vont à la conversion écologique. Mais on ne demande pas 10%, c'est l'ensemble de la totalité de ces taxes qui devraient aller à la transition énergétique. La deuxième chose qui est importante dans ce mouvement des gilets jaunes, c'est que derrière, en dessous de ces gilets, c'est des femmes et des hommes qui souffrent. Et au fait, il y avait un cri silencieux de cette pauvreté ou de cette France qui est soit invisible, soit les grands perdants de la mondialisation, soit réellement cette France périphérique. C'est ça les gilets jaunes. Et à un moment, aujourd'hui, ils s'expriment pourquoi. Mais c'est là où M. Macron, parce que dans son élection, il avait dit « Je veux absolument que la confiance s'instaure entre les Français et les représentants politiques. » Aujourd'hui, vous regardez quoi? C'est la défiance. Et la bonne nouvelle, alors comment il quand peut même, faire Emmanuel Macron? Non, la bonne nouvelle quand même, c'est que les Français ont compris une chose après le départ de Nicolas Hulot. 80% des Français considèrent que la voie à choisir, donc il faut changer de cap, c'est l'écologie. Parce que l'écologie, c'est les solutions. Et d'abord, pour les plus faibles. Alors, que doit faire Emmanuel Macron? Alors justement, Emmanuel Macron, on en reparle juste dans 15 secondes. Ouais. Je vous propose quand même juste avant d'écouter justement sa réaction depuis Buenos Aires en Argentine où il était pour le G20. Emmanuel Macron qui a voulu évidemment condamner fermement les violences de certains manifestants aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants ou des journalistes soient menacés ou que l'Arc de Triomphe soit souillé. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir et qu'ils manipulent. Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice. Dès demain matin, à mon retour, j'ai convoqué une réunion avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et l'ensemble des services compétents. Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence. Daniel Simonet, comment vous jugez cette réaction, cette réponse d'Emmanuel Macron? Franchement, c'est... Insuffisante? Mais non, mais c'est pas que c'est insuffisant, c'est qu'il est complètement déconnecté de la réalité de ce pays. Je veux dire, la vérité, c'est que ça fait 1 an et demi que sa politique est d'une violence sociale insupportable. Il faut quand même comprendre quelle est la situation que vivent les retraités quand vous allez discuter avec les gilets jaunes, quand on vous a fait les poches avec les hausses de la CSG. Les hommes et les femmes sont dans des situations extrêmement dures. Discuter avec les personnes en situation de handicap, discuter avec toutes celles et ceux qui travaillent. La situation du pouvoir d'achat est extrêmement compliquée. Et à côté de cela, pour rebondir sur les enjeux écologiques, rien n'est fait pour que Total, par exemple, paye enfin les taxes. Non, ces grandes entreprises pollueurs sont totalement exonérées. Ça ne pose absolument pas de problème, alors que c'est un enjeu climatique essentiel. Et franchement, Emmanuel Macron peut essayer d'avoir des paroles les plus dures qu'il soit. On a plutôt l'impression que le chaos, c'est lui qui l'organise, c'est lui qui le provoque par sa politique, par son déni de dialogue. Il ne veut pas entendre. Je peux pas vous laisser dire ça. Il ne veut pas entendre. Est-ce qu'il va remettre en cause quoi que ce soit de sa politique? Il ne va rien remettre en cause, ni sur l'ISF, ni sur la préservation des retraites et l'augmentation des minima sociaux. Pour le moment,
qu'on soit clair, il est essentiel de condamner les exactions qui ont été commises et de bien faire la distinction entre ceux qui sont des casseurs et qui veulent effectivement le chaos et ceux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme vous l'avez souligné, sont des gens sincères et sont vraiment en difficulté. Et les politiques, c'est pas un claquement de doigts qui fait que du jour au lendemain, on résout les problèmes. J'aimerais bien savoir non, si mais là, vous il avez les aggrave. une idée. Ça fait un an et demi qu'il les aggrave, les problèmes, par sa politique. Des demandes ont été faites pour qu'il puisse y avoir des conciliations. Moi, je pense que nous étions, par rapport au cap qui s'était fixé, notamment le cap écologique, on était tous sur une autoroute. Ok, l'autoroute, ça convient pas à tout le monde, ça va beaucoup trop vite. Très bien, sortons de l'autoroute. Vous avez mis des gilets jaunes pour certains d'entre vous. Vous êtes visibles et c'est une bonne chose. Maintenant, sortons de l'autoroute. Allons chercher ensemble, dans le dialogue, dans l'apaisement, les moyens de trouver des routes secondaires pour aller toujours dans ce cap écologique, dans cet objectif qui est important, qui est essentiel, mais en étant inclusif, pas une mesure. Karima Delli, votre réaction. Une mesure pour le pouvoir d'achat et pas une mesure pour l'enjeu climatique. C'est là où on a un problème de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème de dialogue. Lorsque Laurent Berger tend la main à tout le monde pour dire on ne peut pas rester dans ce temps de crise, il tend la main à tout le monde, la première chose qu'on lui dit, non, on ne va pas parler. Il propose quelque chose d'intelligent, c'est un pacte écologique solidaire. Allons-y, mettons-nous autour de la table. Mais le problème, il est, et c'est ce que tu dis, c'est en termes de démocratie. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans les citoyens. Et ça, c'est un véritable... Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on continue à conduire des politiques réellement être contre une majorité des Français... Vous pensez comme François Bayrou qui gouverne contre son peuple? Ou qu'il ne faut pas gouverner contre le peuple? Non, il y a un truc qui est très simple. C'est que les Gilets jaunes, ils sont soutenus par 80% des Français. 80%. Donc, il ne faut pas gouverner contre une majorité de Français, ou alors de dire il faut imposer des réformes sans les concertations. C'est un nouveau modèle. Il y a beaucoup de réformes qui ont été faites dans la concertation, et je peux vous en citer beaucoup. La loi PACTE a été faite dans la concertation, la loi mobilité a été faite dans la concertation. Vous avez lu les revendications des Gilets jaunes? Est-ce que vous avez lu? Moi, j'ai beaucoup aimé, notamment les prises de parole de Priscilla Ludowski. Oui. Et d'ailleurs, franchement, ça fait du bien d'avoir et d'entendre ces voix de femmes. Quand vous écoutez son propos, d'abord, elle a un certain nombre elle met en avant un certain nombre de mesures sociales d'urgence qui pourraient être prises et qui auraient dû être prises depuis bien longtemps. Augmentation des minima sociaux, la défense de la retraite à 60 ans. Elle parle de la question écologique. Il faut absolument défendre les transports en commun et il faut absolument arrêter, faire un moratoire sur la fermeture des gares et des petites lignes. Or, qu'a fait ce gouvernement l'an dernier? Ce gouvernement a cassé la SNCF pour justement contribuer à la fermeture de ces gares. Il a réformé la SNCF, c'est un petit peu différent. Mesdames, on continue. Je vous coupe un instant, s'il vous plaît. Je vous coupe un instant, s'il vous plaît. Aux régions asphyxiées d'un point de vue budgétaire. Madame Simonet, on reprend ce débat dans quelques secondes, mais on va tout de suite se diriger vers les Champs-Élysées, retrouver notre envoyé spécial Alexandre Lequéré. Alexandre, que se passe-t-il à l'heure actuelle autour de vous? Quelle est la situation à 21h15? Mais écoutez, la circulation a été rétablie ici autour du rond-point de l'Étoile, ce qui donne à voir des scènes assez impressionnantes de voitures qui circulent à peu près normalement. Et puis tout d'un coup, des jets de gaz lacrymogène, puisqu'il reste encore ça et là des groupes de manifestants qui sont devenus finalement des groupes de casseurs, il faut bien le dire, puisqu'il reste très peu de gilets jaunes sur cette place autour de l'Arc de Triomphe, place qui a concentré vraiment l'essentiel des violences, en tout cas d'une partie de l'après-midi. Toute la journée, on a vu des face-à-face parfois violents entre les forces de l'ordre et des manifestants. Et donc, là, depuis 20h30, 21h maintenant, la circulation est peu à peu rétablie puisque les forces de l'ordre ont à peu près repris le contrôle de la place de l'Étoile. Il y a maintenant derrière moi des fourgons de gendarmes mobiles qui ont pris position autour de l'Arc de Triomphe. Arc de Triomphe qui a été en partie vandalisé dans la journée d'ailleurs. Et donc, la circulation a repris, ce qui fait qu'on ne voit plus beaucoup de gilets jaunes, mais finalement des gyrophares bleus et puis aussi des lumières vertes et rouges de taxi, les phares des voitures. Bref, la vie est en train de reprendre petit à petit ici dans le haut des Champs-Élysées. Merci Alexandre Lequéré pour ces précisions. Donc en direct des Champs-Élysées au pied de l'Arc de Triomphe. Anne Genetet, je me tourne vers vous. Est-ce que avec ce discours inflexible du chef de l'État, est-ce que le gouvernement, pensez-vous, compte sur un essoufflement du mouvement? Alors, pour le moment, je peux vous dire que ce que j'observe
dans notre groupe, moi j'ai des collègues qui actuellement sont dans leur circonscription, discutent, mettent en place des groupes de dialogue, des espaces de parole, et avec des choses très constructives, car il faut bien comprendre que pour répondre notamment à toute la liste dont vous parlez tout à l'heure, des revendications de Mme Lewandowski ou d'autres d'ailleurs, il est important de les mettre sur la table, et certaines des idées viendront aussi du terrain. Et ça, on en est bien convaincus, soyez bien convaincus qu'on veut absolument pouvoir réfléchir ensemble. Et là, aujourd'hui, ce matin même, je discutais avec beaucoup de mes collègues à Nogent-sur-Marne, des idées sont en train d'émerger, des idées sont en train de monter. Mais pourquoi on a quand même le sentiment que le gouvernement peine à instaurer ce dialogue avec les Gilets jaunes? Alors, le gouvernement l'a lancé, Édouard Philippe l'a dit, qu'il allait lancer de façon déconcentrée, décentralisée, des différents dialogues en région, menés soit par les préfets, soit par des élus, soit par des députés. Tout le monde doit s'y mettre, et c'est comme ça, c'est dans le dialogue, dans l'apaisement qu'on trouvera des solutions. Car aujourd'hui, tout en disant qu'il gardera le cap. Mais que faut-il? Mais oui, donc il changera absolument aucune mesure. Non, il y a des choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin, là, on arrive à Noël, qui ont besoin d'avoir de l'argent à la fin du mois pour acheter des cadeaux de Noël. Oui. Et ça, il y a des choses qu'on peut faire. Oui. Donc là, aujourd'hui, vous savez que sur les barrages, qu'est-ce que vous faites sur l'augmentation des salaires? Qu'est-ce que vous faites? Il y a des gens qui ne sont pas au courant des aides sociales auxquelles ils peuvent prétendre. Il y a des systèmes qui n'existent pas, qui ne fonctionnent pas bien. Ils n'ont pas accès. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal que des gens qui peuvent prétendre à des aides ne puissent pas les recevoir. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez prévu? C'est justement. C'est vous qui êtes en responsabilité. Et vous n'avez rien prévu. Au contraire, leur pouvoir d'achat, vous l'avez diminué. Vous avez supprimé l'ISF, plus de 3 milliards d'un côté. Qu'est-ce que ça fait et vous leur faites les poches de l'autre. Absolument. Très bien. Rebondissons là-dessus. Oui. En supprimant l'ISF, que s'est-il passé? Et c'était l'un des objectifs. Que s'est-il passé? Bien sûr, on a investi dans l'emploi. Des entreprises étrangères sont venues. Moi, j'ai vu des Français qui étaient à l'étranger qui sont revenus. On a une augmentation des investissements étrangers en France. On a une augmentation des dividendes versés aux actionnaires. On a des riches encore plus riches. S'il vous plaît, Karima Delli. Ce sont des emplois créés en France. Mais c'est ça, absolument pas. Il n'y a pas de création d'emplois. C'est du pipeau. Moi, je trouve que le spectacle qu'on donne ce soir n'est pas digne. La question aujourd'hui des Gilets jaunes, c'est la détresse. Alors, regardez comment on se comporte. Je pense qu'il y a la détresse sur laquelle il faut... C'est de la colère aussi. Oui, mais... D'accord, c'est de la colère parce que ce discours-là d'hypocrite, on en a ras-le-bol. La colère et la détresse avec des mesures d'urgence, tout de suite. Et en même temps, des mesures sur du long terme. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que des décisions ont été prises et n'ont pas été les bonnes. Et bien, à un moment, quand elles n'ont pas été bonnes, il faut le dire, elles n'ont pas été bonnes. Moi, je suis désolée. Le fait d'avoir un CICE qui était censé créer de l'emploi, notamment toutes ces entreprises qui étaient censées, à coups de milliards, créer de l'emploi, on l'a pas eu. On a eu aussi les premières mesures qui n'ont pas été bonnes. Lorsqu'on baisse les APL, il y a des jeunes qui disent « mais c'est pas possible ». Comment c'est possible? Et derrière, on donne aux plus favorisés. Quand je regarde, moi, sur les questions écologiques, et je peux vous le dire, ce n'est pas normal qu'on dise sur l'écologie, on va faire justement un chèque énergie pour aider, notamment pour la rénovation énergétique. Mais ça, c'est possible quand on est propriétaire aisé. Lorsqu'on est locataire ou alors qu'on est juste propriétaire endetté, ce n'est pas possible. Une autre chose, et je termine par là, parce que c'est très intéressant la question, notamment des transports, en tant que présidente de la commission de transport du Parlement européen. La loi mobilité a un cap, c'est la mobilité du quotidien. Mais il faut dire que ça fait 30 ans que l'argent français a été mis sur des grosses infrastructures dont on n'a pas besoin. Ça fait 30 ans qu'on n'avait pas de loi mobilité. Ça suffit, les grands projets d'autoroute. Ça suffit, je pense notamment au grand contournement de Strasbourg. Ça suffit de le tout TGV. C'est terminé. Maintenant, oui, il faut réouvrir les petites lignes pour réinventer nos territoires. Il y avait une priorité. S'il vous plaît, justement, on parle des trains et de la mobilité en région. Je vous arrête un moment, on revient ensuite en plateau. Une manifestation donc qui a dégénéré, vous l'avez vu, principalement à Paris. On va faire le point avec vous, Pauline Forgue. Pauline, quel est le point sur la situation en région de cette journée de manifestation? Eh bien, encore beaucoup de manifestations un petit peu partout en France. Vous le voyez sur cette carte. On peut d'abord prendre la direction de Toulouse avec, regardez ces images assez impressionnantes, de feu en plein milieu du centre-ville. Alors, il faut savoir que ces Gilets jaunes avaient, dans un premier temps, manifesté de manière relativement pacifique avant des débordements avec les forces de l'ordre, notamment lorsque les manifestants ont tenté de s'approcher de la gare ferroviaire qui leur était pourtant interdite d'accès.
autre image de violence, cette fois-ci à Strasbourg. Regardez cette vidéo amateur, on le voit, des violences entre forces de l'ordre et manifestants, alors que les Gilets jaunes avaient tenté de dévier de la trajectoire initialement prévue. Et puis d'autres manifestations qui ont dérapé, comme ici à Marseille, avec ce marché de Noël incendié, ce qui a bien sûr valu beaucoup de travail aux forces de l'ordre pour éteindre les flammes. Alors ces manifestations violentes, bien sûr, elles ne sont pas la norme. Partout ailleurs en France, d'autres mobilisations se sont déroulées dans un relatif climat de tranquillité. C'était le cas à Bayonne cet après-midi. Regardez ce péage à la frontière espagnole. Et des manifestants bien décidés à bloquer l'entrée sur le territoire français aux camions espagnols, ce qui les a forcés bien sûr à faire demi-tour. Et puis autre manifestation toujours cet après-midi dans la bonne humeur, c'était à Perpignan avec ces agriculteurs qui ont décidé de rejoindre le mouvement à bord de leur camion, à bord de leur tracteur, afin eux aussi de manifester. Merci Pauline Fork pour ce tour des régions. Anne Genetet, députée La République En Marche, est-ce que vous pensez qu'une réponse qui peut être apportée, c'est un moratoire sur les taxes ? Je ne peux pas me prononcer sur un moratoire sur les taxes. C'est un responsable. Je ne suis pas sûre qu'un moratoire sur les taxes donne demain 100 ou 200 euros de plus sur la fiche de paye des gens qui souffrent et qui l'expriment en ce moment. Il faut réfléchir à tout ce qu'on peut mettre en œuvre à partir de tout ce qu'on a fait. Je vais donner un exemple. Le chèque énergie dont on a beaucoup parlé et qui est une bonne chose au départ. On s'aperçoit qu'il y a tout un tas de personnes qui, du fait de leur façon de vivre, ne peuvent pas y prétendre. C'est très dommage. C'est très dommage parce qu'elles se chauffent aussi. Elles ont aussi besoin d'énergie pour se chauffer. Donc il faut peut-être réfléchir à remodeler les dispositifs existants qui sont de bons dispositifs et pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de personnes incluses. Moi j'y crois, je veux absolument et je suis persuadée, je vois bien qu'actuellement dans les réflexions que nous avons menées ce matin, c'est bien l'objectif. Tous ensemble essayer de chercher dans ce qui existe comment on peut inclure plus de gens et notamment cette frange de gens. Il ne faut pas oublier que le revenu médian en France il a 1 700 €. La moitié des gens ne payent pas d'impôts. Donc tous ceux qui sont d'impôts sur le revenu, mais beaucoup d'autres taxes et tout cela, il faut pouvoir les aider. Ce sont les gens qui sont au-dessus des minima sociaux, qui ne peuvent pas y prétendre, qui sont dans des grandes difficultés. Daniel Simonet, Karima Delli, est-ce que cette idée d'un moratoire sur les taxes est quelque chose qui vous plairait ? Un moratoire sur les taxes pour justement reverser les recettes à ceux qui en ont le plus besoin, d'accord. Mais pas seulement. Parce qu'il ne faut pas être des hypocrites. Un moratoire, c'est qu'on arrête de les prendre en fait. Oui, mais le problème de fond, c'est que, moi je vous le dis, la fiscalité écolo, on en a besoin. Les énergies fossiles demain, on ne peut 5 plus. milliards en moins. Daniel Simonet, votre réaction, il nous reste très peu de temps. Excusez-moi, Daniel Simonet. L'enjeu écologique doit repenser les choses bien plus en profondeur. Il faut absolument aller vers de la sobriété énergétique. Il faut absolument sortir des énergies carbonées et du nucléaire. Donc ça veut dire développer vraiment les énergies renouvelables et en même temps développer les transports en commun. Il faut mettre de marchandises et du sur des trains. Et puis par contre, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Donc augmenter les salaires, les minima sociaux. Merci beaucoup Daniel Simonet. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Restez